Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour Hélène, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour un témoignage qui est en partie sous couvert d'anonymat. On va parler de justice notamment, mais en tout cas, je te laisse te présenter, nous dire ce que tu souhaites, toujours sous couvert d'anonymat, ce qui est juste et qui respecte la situation qui est la tienne. Je te remercie. Bonjour à tous. Bonjour Charlène. Merci de m'accueillir pour ce témoignage. En effet, j'ai choisi un prénom d'emprunt parce que j'ai une activité professionnelle qui est celle d'avocat, qui fait que j'ai une certaine visibilité et donc le deuil que j'ai dû traverser de certains idéaux et croyances très importantes pour moi m'oblige aujourd'hui, reprenant mon activité, de le garder sous un couvert anonyme. Merci d'accepter aussi, parce que même si c'est sous couvert d'anonymat, je pense que c'est important. Il y a toute une démarche, toute une prise de conscience, tout un impact, tout un courage aussi à mes yeux de faire cette démarche-là. Donc tu disais, tu es avocate depuis 26 ans, si je ne dis pas de bêtises, et tu as été mise en cause par une cliente pour faux témoignages sous ton influence. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça et finalement l'impact d'une erreur judiciaire. Déjà dans un premier temps, et j'ai envie de préciser l'impact d'une erreur judiciaire quand on travaille dans le monde de la justice, ça vient reconsidérer aussi de nombreux idéaux et c'est finalement tout la teneur de notre échange. J'imagine bien que c'est pas la première erreur judiciaire que tu vois, mais peut-être avant de parler des impacts qui sont vraiment les tiens et à titre plus personnel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les conséquences potentielles en fait d'une erreur judiciaire dans la vie d'un citoyen ou d'une citoyenne ? Oui, bien sûr, c'est vrai que je suis avocate depuis 1999, tu as raison, au barreau de Paris. J'exerce partout en France. J'ai un domaine un peu particulier qui est tout ce qui concerne les enfants. Donc, du coup, tout ce qui sont les litiges et les contentieux autour des enfants. Et donc, face à moi, j'ai souvent des juges, des magistrats, que ce soit des juges d'affaires familiaux, des juges pour enfants ou des juges dans le monde pénal, qu'on appelle le tribunal correctionnel. Et donc, évidemment, j'ai pu déjà constater dans mon exercice combien les situations n'étaient pas nécessairement comprises par l'institution judiciaire comme étant celle du bon sens, combien l'institution judiciaire pouvait être faillible. J'ai déjà pu observer avec certains clients ou clientes que j'ai accompagnés combien le sentiment d'injustice était énorme, combien la puissance elle était extrême, combien il y avait une perte de confiance. Et il est vrai qu'au fil de ces années-là, les idéaux que j'avais jeune avocate se sont au fur et à mesure des années fragilisés. Parfois, je me questionnais et j'ai souvenir d'ailleurs que il y a eu plusieurs fois des décisions absolument incroyables, d'un courage fou de la part de juges. Donc, je dis cela aussi avec grand respect. Il m'est même arrivé une fois d'écrire un courrier à un juge à titre personnel pour le remercier de son courage, parce qu'il s'agissait de décisions très fortes. Mais il est vrai que quand l'institution va trop vite, se trompe, fait des raccourcis, ou se dit que tiens, il ou elle serait le couple idéal, non seulement ça peut avoir des conséquences sur le ou la concernée
absolument terrible dans son quotidien, dans son estime de soi. Ça peut même avoir des conséquences dans sa vie privée. Son compagnon, sa compagne, s'il en a un, peut le regarder, le voir différemment. Il peut y avoir des situations de rupture, même familialement. Il y a une déconsidération. Il y a aussi une honte de la part de ces personnes qui sont mises en cause et qui le vivent de manière complètement injuste. Et c'est exactement la situation dans laquelle moi, je me suis retrouvée. C'est triste de parler d'injustice quand on parle de justice et de se rendre compte que la justice, elle est pas toujours juste. Alors, je joue volontairement sur les mots, mais je trouve que c'est plus que jouer sur les mots, c'est aller justement vers une notion des idéaux. C'est un mot justement que tu as cité et en tant qu'avocate, là, vraiment à titre personnel, l'histoire qui a été la tienne, quel a été pour toi l'impact de cette erreur judiciaire sur ta perception de la justice et peut-être aussi sur ta carrière en tant qu'avocate? Alors, si je réponds directement à ta question, comme me dirait la juge d'instruction à laquelle j'ai été confrontée, répondez directement à la question. Donc j'ai appris avec toutes ces années-là à déférer aux questions qu'on me pose. Le premier impact, c'est un sentiment de ne plus du tout croire dans l'institution. Et pourtant, je pense que dans le contrat social, on a besoin d'un cadre, on a besoin de quelqu'un qui tranche, on a besoin de quelqu'un qui puisse arbitrer, on a besoin de quelqu'un qui puisse remettre un peu la pendule à midi ou l'église au centre du village. Et j'ai le sentiment aujourd'hui, bien que c'est vraiment tellement interdépendant d'un être humain, avec tout ce que ça a de faillible, un être humain, de est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il a bien mangé, est-ce qu'il a bien dormi, quelles sont ses propres croyances, quelles sont ses propres limites, quelles sont aussi comment il perçoit le concerné ou l'individu ou le mis en cause, et d'autant plus que là, on est dans une confrontation qui est l'institution judiciaire, donc les juges, face à quelqu'un qui a été mis en cause, moi, en tant qu'avocat. Donc on est juge face à avocat, et donc tu évoquais le contexte dans lequel moi j'ai été mis en cause, c'est en effet une dame dans laquelle la procédure est terminée, son ex-compagnon découvre qu'elle aurait fait des faux témoignages, et pour toute réponse, cette dernière, face aux forces de police, va dire qu'elle aurait fait ces témoignages sous mon influence. Sachant que pour défendre quelqu'un, il y a multiples outils, les témoignages en font partie, mais c'est pas nécessairement un outil dont il faut absolument produire comme élément dans un débat. Et bien évidemment, en tant qu'avocat, on ne travaille pas du tout au résultat, on a une obligation de moyens, on a une probité, on a un accompagnement, surtout dans la matière dans laquelle moi j'interviens, qui est le droit humain, le droit des enfants, le droit de la famille, l'enjeu étant leur enfant en commun. Et face à l'institution policière, évidemment, elle a eu le réflexe, on va dire, un peu facile et évident de dire c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est mon avocat qui a abusé de ma faiblesse et qui m'a convaincu, voire obligé à peu près, de rédiger ou de solliciter des faux témoignages. Ce qui est faux. Et donc, déjà, on est face à des mensonges, ce qui est terrible parce que ça émane de quelqu'un que tu as défendu, pour lequel tu as donné toute ton énergie, toute ta croyance. Et je me suis retrouvée, j'avoue que j'étais certainement très orgueilleuse, imaginant qu'on allait m'accorder un peu de crédit en tant qu'avocat. Je me suis retrouvée devant des forces de police spéciales en plus. C'est l'ancien quai des Orfèvres, à être auditionné, alors certes de manière libre et pas en garde à vue, pendant des heures et des heures et des heures, devant m'expliquer sur pourquoi j'ai dit tel mot dans un courriel, pourquoi elle m'a répondu ceci ou cela, devant me justifier du contenu de mon site, de m'interrogeant sur ma façon de travailler en général, interrogeant ma collaboratrice, ce qui évidemment aussi a abîmé notre lien. Et le parti pris n'était pas un parti pris d'ouverture et de questionnement, était un parti pris à charge.
Et cette institution policière intervenait sous l'égide d'un juge d'instruction qui avait été saisi par cet ex-compagnon de cette dame. Donc la juge d'instruction après me recevra. Et de la même manière, ces questions, pendant 8 heures d'audition, vont s'égrener ainsi. Et elle commencera par « Vous ne pouvez pas ne pas ignorer ». Face à une interro négative, de toute façon, le jeu, il est pipé, ça dure 8 heures, tu as le droit à une pause, parfois même les questions font volontairement 10, 20 lignes, tu ne peux pas prendre de notes, tu es dans un contexte où tu es donc mis en cause, où tu dois te justifier, tu as le sentiment d'avoir déjà répondu à des questions, tu as même ton avocat qui t'interpelle en te disant mais tu ne réponds pas à la question qu'on te pose, c'est un peu le monde à l'envers, car en effet j'ai dû requérir un avocat, dans ce stade qu'on appelle le stade de l'information, la juge, elle peut accorder plusieurs statuts. Un statut qui est un statut de témoin assisté, où tu peux participer à l'enquête qu'elle mène, à charge et à décharge en principe. Elle la menait donc aussi bien contre moi que contre cette dame que contre les témoins. Donc on était très nombreux. Et par ailleurs, tu peux avoir un autre statut qui est celui de mis en examen, c'est-à-dire que la justice considère qu'il y a, selon son interprétation, un faisceau d'indices contre toi. Et c'est elle qui détermine s'il y a lieu de te considérer selon tel ou tel statut. Et cette juge décidera de me mettre en examen sous les infractions que tu as citées tout à l'heure. Déjà, c'est un monde qui s'écroule. Déjà, tu tombes de la chaise. Déjà, tu t'en bégayes. Déjà, tu as la tête qui tourne. T'es perdu. Quand ton avocat te dit « mais c'est génial, regarde, elle n'a pas demandé d'interdiction d'exercice contre toi, c'est formidable », tu le regardes, tu as l'impression qu'on t'annonce que t'as une partie de toi qui est morte et que tu devrais te réjouir, l'autre est vivante, grosso modo. Tu te dis « mais c'est de la folie ». On t'invite, parce que justement tu es avocat, à baisser l'échine, à surtout ne pas avoir une posture d'avocat comme la justice peut se l'imaginer, donc à être très en mode bas, baisser les yeux, baisser le regard. J'adopte cette demande qui est effectuée par mon avocat en me sentant mal avec, en me sentant pas raccord avec. J'ai l'impression que c'est déjà une sorte d'aveu, alors que pour moi, je n'ai absolument commis aucun manquement. Et donc, je ressors de ce premier entretien avec cette juge, comme tu l'as compris, avec cette mise en examen, avec l'interdiction de m'approcher de ces autres personnes, ce qui en soi ne me pose pas de souci, avec aussi une interdiction tout à fait extraordinaire qui n'a que pour but de me punir, à savoir d'abord de m'interdire de quitter le territoire français, sachant que ça n'a strictement rien à voir avec les faits qu'on a évoqués. Et puis quand cette interdiction sera levée, comme tu es enregistré sur le logiciel du tribunal, à chaque fois que je vais quitter Schengen, je vais être arrêtée par la police des frontières. Je vais y passer je sais pas, 10, 20, 30 minutes, à voir quelqu'un qui est face à moi, qui me regarde avec réprobation, avec jugement, avec dégoût parfois. Tu te moisis derrière la vitre, tu vois qu'il passe ou qu'elle passe des coups de fil, qu'elle ne te dira ni bonjour ni au revoir. Tu es ni plus ni moins une criminelle. Et pour être tout à fait honnête, bien sûr que ça impactera ma vie personnelle et je voyagerai de moins en moins pendant toute cette période, jusqu'à en arriver à un jugement. Donc dans ma tête, je me dis que je suis face à un autre juge, une autre institution qui aura peut-être une autre lecture. Pour moi, l'espoir renaît. Pour moi, je me dis mais c'est pas possible. Il n'y a aucun élément moral. Tu sais, l'élément moral, c'est le fait de montrer que quelqu'un avait l'intention de commettre un manquement. Et donc, il n'y a aucun élément moral qui est établi, il n'y a aucun préjudice, c'est-à-dire aucune démonstration que l'individu qui avait initialement fait cette plainte
on apathie. Donc je me dis, la justice, elle va fonctionner. Il y a un principe de droit qui est au fronticide de tout le code pénal, qui est de dire le doute profite au prévenu, puisque j'ai à ce moment-là ce statut. Et l'audition dure là aussi 8 heures. Je reste droit dans mes bottes. Mon avocat, et on y reviendra peut-être, me proposera quelque chose d'absolument ignoble que je réprouverai. Je reste moi-même. Quand je sors de là, à 22h30, l'audience a commencé à 15h. J'ai la tête à l'envers et j'ai un petit espoir qui sera brisé en cette fin d'année 2024, où là, j'apprends que j'ai une condamnation sévère d'emprisonnement avec sursis et que par ailleurs, j'ai une condamnation d'interdiction d'exercer avec une partie ferme pendant 6 mois. Et quand la décision est rendue, la décision s'applique. C'est donc comme un coup près, c'est-à-dire qu'au téléphone, mon avocat m'annonce la décision. Au moment où je raccroche, je comprends donc que je n'ai plus le droit de travailler pendant 6 mois. Ça a été assez terrible. Merci de nous avoir justement remis un peu en contexte et de nous avoir expliqué, même si je ne doute pas qu'il manque plein de bouts à ce témoignage et à ton histoire, parce que ça a quand même duré 7 ans et qu'on résume difficilement 7 ans en quelques minutes, mais pour que les auditeurs et auditrices puissent aussi se mettre un petit peu dans tes baskets pour essayer de comprendre un petit peu plus ton témoignage. Et justement, en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a la confrontation, en fait, avec le système judiciaire, alors que tu fais toi-même partie de ce monde de la justice en tant qu'avocate. On voit tous ces impacts au niveau de la santé mentale. Moi, en tout cas, c'est ce que j'entends. Si je devais le généraliser, le résumer, j'entends des impacts au niveau de la santé mentale. J'entends cette notion de deuil et on y reviendra plus profondément. J'entends aussi le fait de des pas en avant, des pas en arrière. Tu me disais, je gardais encore un petit espoir, notamment là, en fin d'année 2024. 7 ans, c'est long quand même. C'est pas 7 jours, c'est pas 7 mois. 7 années où ça dure et où, pour le coup, tu continues aussi ta pratique. Et je me dis, alors, dans la manière dont je le projette et dont je l'interprète, est-ce que t'avais pas une forme d'ambivalence de dire, je défends à la fois des gens, donc je fais partie de ce système judiciaire où je suis actrice de quelque chose, et de l'autre, je suis mise en examen, et d'avoir, une ambivalence, une dualité, quelque chose qui était peut-être difficile pour toi à vivre, ou est-ce que c'est vraiment une grande partie de mon interprétation? Alors, c'est très juste ce que tu dis, savoir que j'avais l'impression d'être, pardon d'employer ce terme galvaudé, avec tout le respect que j'ai pour ces personnes qui sont atteintes de cette maladie, mais j'avais l'impression d'être comme schizophrène, dans le sens où coupé en deux, c'est-à-dire que d'un côté, l'institution me disait oui, oui, vous continuez à travailler, donc ça fut le cas, si on a bien compris, jusqu'au jugement qui a été rendu, où je suis donc punie pendant ces 6 mois. Cette punition s'arrête dans quelques jours, mais en tout cas, pendant ces 7 années, c'est extrêmement complexe. C'est-à-dire que tu dois garder ta force de conviction, garder aussi la confiance que tu portes en ton ou ta cliente, puisqu'on a bien compris que cette mise en cause émane d'une cliente ancienne que j'avais défendue. Bien sûr que ça a changé ma pratique, bien sûr que ça a changé mon lien avec mes clients. En même temps, je ne voulais pas perdre ma force, ma conviction. En même temps, mon regard sur l'institution judiciaire était encore plus affûté. Et quand je voyais des décisions qui étaient pas du tout à la mesure de situations de péril dans lesquelles des enfants étaient mises, j'en étais encore plus choquée, marquée, bien évidemment. Et en même temps aussi, c'était mon moyen de subsistance. Donc, on aurait pu se dire, face à ça, c'est totalement illogique. Pourquoi ne pas avoir arrêté de travailler et faire autre chose ? À ce moment-là, quoi faire, j'ai envie de dire. Et c'était en effet le moyen pour moi de survivre, de payer comme nous tous notre logement, notre nourriture, sans vivre avec faste, en étant tout à fait simple. Mais c'était aussi une réalité. Tu parlais de la souffrance morale.
Oui, elle a été extrêmement présente. Et c'est aussi très compliqué parce que face à, dans mon milieu, on appelle les personnes que nous accompagnons, moi j'aurais dit les accompagner, mais on pourrait appeler l'institution dit que ce sont nos clients. Donc les personnes que j'accompagnais étaient dans des situations parfois qui ressemblaient à la mienne, ils étaient eux-mêmes mis en cause de manière abusive, ubuesque, et je devais conserver cette énergie, cette croyance, me battre avec eux, m'accrocher avec eux. En plus, moi, je suis dans une matière où les débats judiciaires sont très longs. Euh, J'étais comme clivée. C'est-à-dire que j'avais un visage et à l'intérieur de moi, selon ce que je vivais ou j'accompagnais, ça se fêlait, ça se brisait, ça pleurait. Et quand je rentrais chez moi ou quand j'étais en dehors d'une présence avec mes clients, je sentais tout le retentissement, toute la folie. Je sentais, c'est un peu comme le sable qui glisse entre tes doigts, tu ne parviens pas à le retenir, le sable glisse malgré tout, tu peux essayer de faire quoi que ce soit, tu ne peux pas. Puis il y a aussi le doute du coup sur non seulement ce que représente la justice, le doute sur ce que représente un juge d'instruction qui mène donc une enquête, on l'a dit, à charge et à décharge, puis même le doute sur ton avocat, puisque tu en as un stade où tu dois prendre un avocat. Et je disais tout à l'heure que on m'a proposé avant mon audience une proposition de stratégie ubuesque, je vous la partage, pour pouvoir attirer la compassion du tribunal. On m'a proposé de me faire hospitaliser psychiatriquement quelques jours avant, voire même le jour de l'échéance. En sachant que pour la première fois de ma vie, bien évidemment, que j'ai dû aller franchir la porte d'un médecin psychiatre qui d'ailleurs m'a regardé un peu ébahi, la première chose qu'elle m'a répondu, c'est mais ça peut à tous nous arriver. Qui m'a donné une médicamentation que je n'ai pas suivie à la mesure de ce qu'elle m'a donné. Je voulais garder aussi ma lucidité, je voulais aussi avancer. Quand je dis pas la mesure, c'est-à-dire que je prenais quelques médicaments, mais pas la médicamentation aussi importante qu'elle me proposait. Et quand l'équation a été édictée par les avocats telle que je vous l'ai partagée là, il y a quelques instants, j'en ai fait retour à la psychiatre et cette médecin très posée, intelligente, bienveillante, a explosé et m'a dit mais vos avocats sont des pignoufs. Et le truc, c'est que avant même qu'elle me dise cela, je m'étais déjà mise en colère à leur endroit. J'avais manifesté mes doutes, j'avais manifesté mes questionnements sur leur capacité à croire à mon innocence. Et le coup près arrive quand, lors de leur plaidoirie, ils seront deux et l'avocat, on va dire, en titre accompagné de son collaborateur et l'avocat en titre qui finira la plaidoirie dira que je demande la relaxe. Et là aussi, ça m'a extrêmement marqué parce que moi, quand je défends quelqu'un, je ne dis pas que X demande la relaxe. Je dis au tribunal qu'il doit prononcer la relaxe parce que l'infraction n'est pas constituée. Et donc, il y a aussi sous-jacent un peu le doute. Et quand je sors de cette audience en vrac, à l'horaire que je vous ai dit, en pleine nuit, je lui dis, mais en fait, jusqu'au bout, t'as pas cru en mon innocence. Et là, ils sont pourpres et il me dit, mais si, mais non, mais t'inquiète pas. Enfin, et voilà, on se quitte pratiquement sur ça. Et donc, du coup, oui, beaucoup d'idéaux se sont brisés avec tout l'impact. On a parlé de la maladie mentale, en tout cas de la souffrance mentale, c'est une certitude, puis même la souffrance physique. Le corps crie sa douleur. J'entends dans ce que tu me partages là par rapport aux avocats qui t'ont défendu, vraiment, tu parles de la notion de doute et je dirais même au-delà du doute, je ressens pour moi la notion de remise en cause de tes pairs, voire même de ta profession. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as vécu?
Oui, en sachant que moi je suis pas du tout un avocat corporatiste, je ne suis pas du tout un avocat qui suis dans un milieu, qui suis dans un réseau, qui serre les paluches, pas du tout. J'ai toujours fait en sorte justement de garder ma liberté et puis vu le domaine d'activité que j'ai, qui est vraiment autour de l'enfant, de rester focus sur ça et tout. D'ailleurs, mon champ de vie personnel, il n'y a pas du tout de gens qui émanent du monde judiciaire. Et donc, de douter de ceux qui sont censés incarner mes défenseurs, ça a été très déstabilisant pour moi parce que il est vrai que nécessairement c'est une sorte d'aller-retour. Hein. C'est pour ça que c'est très tiraillant. Moi-même étant celle qui défend d'autres personnes, j'ai même eu à un moment donné, je me suis dit mais je vais peut-être y aller toute seule. Quand je constate que c'est j'en disais, suite à cette proposition ubuesque d'hospitalisation psychiatrie, je leur ai évidemment dit non, et je leur ai dit, mais c'est ça, en fait, votre stratégie. Vous avez rien, en fait. Vous proposez rien. Et là encore, ça m'a renvoyé à moi, ma façon de travailler, et à mon entièreté. C'est-à-dire que c'est cette entièreté-là qui fait que d'être conseil, d'être impliqué, d'être investi à l'endroit de mes clients, j'allais dire jusqu'au bout. C'est cela qui a ouvert la brèche et a permis à cette femme de dire c'est pas moi, c'est mon avocat. Et là, j'avais face à moi 2 interlocuteurs, dont un en particulier, l'avocat en titre donc, qui justement était totalement un peu en recul, un peu impliqué, tout mais sans l'être. Et très clairement me faisant passer le message que le but c'était de limiter la casse et qu'il n'y avait pas, comme lui-même avait cette croyance absolue que de toute façon je serais condamnée, qu'il n'y avait pas l'envie de se battre et de donner sang, corps, eau. Et pour moi ça a été sidérant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là aussi, l'institution, je la regarde plus de la même manière. Je parle de celle de l'ordre des avocats ou des avocats. Alors je mets pas tout le monde dans le même panier, bien évidemment, mais ça a été un vrai choc. Ouais. Tu la regardes de quelle manière maintenant? Si tu as envie de me le partager. Les avocats, je vois que c'est un milieu dans lequel il y a énormément de gens, d'abord en souffrance, énormément de gens en péril financier, et que les gens qui sont en souffrance, quelle qu'en soit la raison d'ailleurs, ne le disent pas. C'est un milieu dans lequel tous les coups durs que nous traversons tous, tous les deuils quels qu'ils soient, ne se partagent pas. Tu dois toujours être dans une fausse posture, car ce n'est pas la vraie vie, d'héroïsme. Et ça n'existe pas. Donc il y a une sorte de faux self, de jeu, et pour avoir participé à plusieurs formations dans ce domaine-là, les personnes qui avaient l'authenticité de révéler leur fragilité quelle qu'elle fut, étaient un peu regardées entre la pitié et la distanciation. Donc ça ne se fait pas de dire qu'on a un problème, un souci, ça ne se partage pas. D'ailleurs, quand pour répondre à ta question et le corollaire, et là, quand donc j'ai été informée de la sanction qui pesait sur moi, outre le fait d'être dévastée, et j'emploie vraiment ce terme, outre le fait d'avoir vomi, outre le fait de voir mon entourage proche, mes proches, être complètement détruits par déjà toutes ces années-là, malgré toutes mes tentatives pour les en protéger, eh bien, d'entendre le résultat et d'être totalement et je crois que c'est ce qui me fait encore le plus de peine et me brise la voix, de les voir effectivement plus mal. Et quand le système judiciaire informe l'ordre des avocats du fait que j'ai pendant 6 mois une interdiction d'exercer, je me manifeste spontanément au service de l'exercice professionnel, et le service de l'exercice professionnel me contacte avec une rudesse inouïe, avec d'ailleurs ne m'appelle pas, non, entre nous nous appelons confrères, parce que nous sommes censés faire partie d'une confrérie, m'appelle madame, ce qui est tout à fait révélateur,
Et au-delà de cela, va me dire, écoutez, il faut absolument que vous me disiez ce que vous comptez faire pendant ces 6 mois concernant votre clientèle, parce qu'à défaut, on ferme votre cabinet. Mais vraiment, ça a été d'une rudesse qui a rajouté à tout ce marasme, à tout cet état de choc, à tout ce traumatisme. Et c'est vrai que ces 6 mois sont presque écoulés et je l'ai ressenti dans ma chair, moralement, pour l'avoir déjà vécu, comme un deuil. Comment tu te sens Et c'est là? vrai que je suis... Pardon, excuse-moi. Comment je me sens au moment présent? Ouais. Je me sens dans le questionnement de comment je vais reprendre. Quel va être le nouvel avocat qui va reprendre. Comment tu vas exercer au sein d'une institution où ta confiance, elle a été brisée? C'est ça un peu on parlait de dualité, d'ambivalence avant, mais en fait, c'est une nouvelle forme d'ambivalence, mais il y a toujours cette ambivalence qui est là, pour reprendre le terme que tu disais, avec des grands guillemets, mais cet aspect un peu schizophrénie de part de soi, en fait, c'est ça? Complètement. Et je m'interroge, j'ai des audiences qui sont prévues en juin. D'ailleurs, je m'interroge sur mon aptitude parce que ma confiance en moi a été extrêmement mise à mal, extrêmement brisée. En même temps, j'ai donc trouvé des administrateurs qui s'occupent de mon cabinet et j'ai eu des messages de soutien des personnes qui sont mes clients. Donc, j'ai été extrêmement touchée. Et en même temps, je me questionne sur ma compétence, je me questionne sur ma capacité à nouveau supporter l'inaudible, si je l'entends, de la part de l'institution judiciaire. Comment est-ce que je vais réussir, comme auparavant, à me couper, me cliver? Est-ce que ça va être la fois de trop? Je sais pas. Mais pour moi, c'est questionnant et ça m'invite aussi à me dire, mais est-ce que c'est pas maso que de retourner dans ce milieu-ci? Et c'est pour cela aussi que je réfléchis à aller vers d'autres voies. Mais j'ai un âge, puisque ayant été avocat en 1999, tes auditeurs peuvent imaginer que je n'ai pas 28 ans et j'en ai plus de 50. S'orienter vers autre chose, c'est aussi très courageux et j'admire beaucoup les gens qui y parviennent, mais ça anime tout un tas d'insécurités alors que cela fait donc 7 ans plus 1 an. Donc ça fait 8 ans au final et au total où j'ai vécu dans une complète situation d'insécurisation. Que j'en suis un peu là, dans une équation d'inquiétude, de peur, de questionnement. Tu as cité le mot de confiance en soi justement, où justement tu te questionnes sur cette confiance. Et tu parlais tout à l'heure par rapport à tes avocats, le fait que tu t'es pas sentie, soutenue, entendue, que tu as même eu le doute de dire: «Mais est-ce qu'en fait ils croient à ma vérité, à mon innocence?» Est-ce que, cet aspect-là a joué sur ta confiance, peut-être sur ton estime de toi, sur en fait la perception que tu as de toi-même? Et si oui, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui ont joué, qui ont influencé en fait ce grand domaine de la santé mentale en fait, comme je le disais tout à l'heure, et ces vulnérabilités. Tu vois, tu parlais justement de ce faux self qu'on met dans le monde des avocats, qu'aujourd'hui que tu déposes d'une certaine manière sous couvert d'anonymat, on est d'accord, mais que tu déposes et que tu partages. Je le vois un petit peu comme une graine pour ouvrir quelque chose dans un milieu. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur ce sujet-là, dans ta vérité et ton expérience? Alors déjà, j'ai toujours été un avocat, comme je te disais tout à l'heure, assez atypique. Dire que moi j'aime l'humain, j'aime le contact à l'autre. C'est pour ça que je trouve que c'est un extrêmement beau métier en même temps, tant dans le lien, l'accompagnement. Je trouve que l'avocat est un accompagnant, et surtout dans des étapes de vie difficiles pour les personnes, et qu'elle doit mettre, ou il doit mettre ses capacités intellectuelles, orales, écrites, au service d'eux. Est-ce que la posture de mes avocats a contribué à élimer ma confiance en moi? Je crois qu'elle avait déjà tellement été mise à mal par les interrogatoires des forces de police,
par les questionnements du juge d'instruction. Et je crois que c'est pas tellement eux qui ont fini de briser la confiance en moi que j'avais, mais ils en sont un peu la cause, car pour justement, je vous l'expliquais tout à l'heure, prouver qu'on a commis un manquement, on appelle ça une infraction, on doit prouver qu'il y a une base légale, c'est-à-dire un texte, on doit prouver qu'il y a eu une action. Là, l'action, c'était en fait qu'on échangeait des courriels avec cette cliente, et pour cause, puisque moi j'ignorais qu'elle faisait faire des fausses attestations, donc quand elle m'interrogeait sur tel et tel projet, je répondais benoîtement, voilà ce que j'en pense, attention à ceci, attention à cela, etc. Et puis, il y a un dernier élément, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'élément moral. Donc, il faut montrer que la personne, elle avait l'intention de commettre ce manquement. Comme cela n'existe pas au cours de l'instruction, mon avocat me dit, écoute, tu es quelqu'un de sensé et de normalement constitué, ce qui est drôle vu ce que je vous ai partagé tout à l'heure, à savoir que avant l'audience, on partira sur et tentons de prouver que tu es complètement perturbé psychiatriquement, et puis essayons d'attirer, je sais pas, peut-être la compassion, la clémence ou la pitié, je sais pas comment il faut l'appeler, d'un tribunal, ce que je refuserais. À ce moment-là, il me dit, écoute, demandons une expertise psychiatrique, et puis on va voir la personne que tu es, solide, authentique, avec ce que nous sommes tous, notre complexité, notre ambivalence, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et il est vrai que j'ai un gros moment d'hésitation, parce que, étant avocat, je sais ce que sont les expertises, je sais ce que sont les experts, je sais comment ils travaillent, je sais comment ils sont rémunérés, je sais quel regard ils peuvent avoir sur des avocats. Donc j'ai un énorme doute. La personne qui partage ma vie partage mon doute, on en discute, on en débat, et puis l'avocat joue un peu la carte de l'autorité en disant, écoute, moi je sais de quoi je parle, je pense que c'est vraiment la clé, je pense que c'est vraiment la solution. Ce à quoi je lui réponds, mais sauf erreur, c'est la juge qui va choisir l'expert en question. La réponse sera affirmative. Et l'insistance est là de me dire, de m'inviter à suivre cette voie qui sera une voie salvatrice, qui sera la solution. Ça va mettre à mal, ça va tout écrouler, ça va démontrer que toute cette histoire ne me concerne pas. Donc bien évidemment, je fais confiance. Et ô combien ai-je eu tort. Car en effet, la juge désignera une experte qu'elle choisira précisément. Et cette experte va me recevoir d'ailleurs dans une institution psychiatrique hautement fermée, en gros une sorte de prison pour les personnes atteintes de maladies mentales, et va m'expertiser, me demandant mon poids, me demandant ce que j'ai mangé, me demandant quelle est ma sexualité, me posant des questions d'une intrusion absolument inouïe. Il s'avère que tes auditeurs ne le savent pas, mais je vit très bien le fait d'avoir des kilos en trop, comme on dit, ou un surpoids tout à fait avéré. Et au terme de son expertise, qui fera près de 50 pages, cette experte va partir dans toute une supputation qui va être de dire que comme je suis obèse, je n'ai plus nécessairement d'identification féminine ou masculine, alors que j'affirme bien être une femme, que par ailleurs, ayant ce surpoids, je dévore nécessairement mes clients. Et donc, on va partir dans tout un délire, outre le fait de devoir lire cela, car je devrais faire des commentaires à mon avocat, outre le fait d'avoir vécu cette expertise où j'en sortirais, je ne savais même plus dans quelle rue j'étais, et en même temps en me disant, mais j'aurais dû me lever dès les 10 premières minutes, ou dès que j'ai eu un commentaire sur mon poids, et dire, écoutez, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Et j'avais dans l'écho la voix qui me disait, mais plie les chines. Donc j'ai joué le jeu, et de lire ces pages absolument ignobles qui collent des présupposés en lien avec mon surpoids. D'ailleurs, j'ai bien sûr contesté, demandé une contre-expertise, tout cela m'a été refusé, mais pour partager avec les auditeurs, le terme obésité, surpoids apparaît dans le rapport d'expertise plus de 50 à 60 fois.
ce qui n'a rien à faire dans l'histoire. On est bien d'accord, tu as posé l'équation au début de la raison qui m'a emporté dans cette spirale judiciaire. Que je sois grande, petite, grosse, maigre, jaune, blanche, verte, est totalement hors sujet. Et cela, il est vrai que ça m'a vraiment brisée. Et j'ai dû faire de l'EMDR pour effacer le retentissement de cet entretien qui a été vraiment d'une douleur inouïe. Voilà. C'est vrai que ça a été absolument... au fur et à mesure de ces années, on est tous des gens fragiles, mais j'ai senti combien cela m'a lézardé, combien ça aussi était attentatoire, je le disais, dans ma santé, combien cela a eu des répercussions autour de ma sphère très proche et aimante, heureusement. Combien aussi, d'ailleurs, c'est un peu comme les deuils, pour les avoir déjà vécus, combien les gens s'éloignent de toi. C'est-à-dire que tes proches, tes amis, tu es formidable quand tu ris, quand tu es pétillant, quand tu es plein de vie, mais quand tu traverses quelque chose hors norme, qui en plus est sur la longueur, comme m'a dit ma psy, et ça un propos qui lui appartient, j'espère que je ne heurterai personne, et ce n'est pas mon intention, mais c'est comme un cancer, et c'est vrai que tu as l'impression de porter ça, parce que c'est pas visible, et quand tu le partages, tu vois qu'en fait les gens t'appellent moins parce que t'es moins drôle, t'es moins intéressante, t'es moins pétillante, t'es moins présente. Et en fin de compte, au bout de ces 8 années-là, outre le fait qu'il faut réapprendre à vivre, il y a aussi le constat de se dire, en fait, il me reste un ami. Merci pour cette vulnérabilité. Je sens, en tout cas à titre personnel, je sens l'émotion qu'il y a derrière et je sens à la fois la force, même si elle est peut-être un peu cachée, un peu dissimulée, mais je sens aussi la vulnérabilité. Et tu disais que voilà, t'avais été brisée et je le ressens à travers tes mots, je le ressens dans la colère, mais qui est pas une rage, dans une colère qui est en même temps en larmes. Enfin voilà, un mélange de colère et de tristesse, de deuil, il y a tout un mélange d'émotions pour moi qui se dégage de ton partage et de ton témoignage. Comme dans un deuil. Exactement, c'est ça, comme dans un deuil. Et merci d'avoir témoigné de ça pour montrer que, oui, tout ce que tu nous amènes de base, si on prend l'élément de base, c'est un deuil qui est plutôt symbolique et peut-être même qu'on poserait pas la notion de deuil. Et c'est tout l'objectif, et c'est de sensibiliser au fait que des événements qu'on ne catégorise pas forcément comme des deuils et qui ne sont pas forcément des décès physiques, mais plutôt de l'ordre des morts symboliques, ont aussi tout un impact aussi sur notre vie personnelle, professionnelle, sur notre santé physique, sur notre santé mentale. Et il y a cette notion d'adaptation à la perte et de devoir se reconstruire. Et c'est ce qu'on entend en fait à travers ton témoignage, de devoir reconstruire. Tu parlais de MDR, de reconstruire cette estime de soi, cette confiance en soi, cette image de soi, cette confiance potentielle dans ta vocation d'avocate. Et il y a une question qui me vient derrière tout ça, c'est que même si je pense pas que c'était ton but premier, mais néanmoins il y a cette notion de, alors tu vas me dire si le terme est juste, mais peut-être de dénoncer, ou en tout cas de rendre visible ce qui peut se passer un petit peu dans l'ombre du monde judiciaire. En tout cas, je le ressens un peu comme ça. Et si c'est le cas, ou en tout cas si... Dans ma démarche auprès de toi ? Oui, dans le fait de le partager avec moi aujourd'hui. Alors, je crois qu'il y a plusieurs strates. D'abord, j'ai écouté ton travail que je trouve formidable. J'ai trouvé que les participants, dans tout un tas d'approches du deuil, étaient aussi tout à fait extraordinaires. Égoïstement, j'avoue que je vous utilise aussi pour me soigner. Pour moi, aujourd'hui, c'est plein de confiance à ton endroit, à toi. Je sais qu'avec toi, je peux partager ce qui est là, se vit. Et puis, aussi parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui sont aussi victimes d'un système judiciaire qui va trop vite, qui fait des raccourcis, qui est brutal, qui est heurtant, qui détruit... évidemment, je n'oserais pas me comparer à des procédures comme Outreau, mais on a vu que des gens se sont même suicidés, et je vais pas vous mentir, mais j'y ai pensé.
on a vu que des gens ont perdu leurs enfants, on a vu que leurs enfants ont été placés, on a vu que des gens ont eu leur carrière brisée. Donc on sait combien l'erreur judiciaire peut avoir des conséquences absolument terribles. J'en suis évidemment et heureusement pas là. Et déjà, ça m'impacte beaucoup. Ma volonté de témoigner, c'est parce que quand tu as des valeurs profondes, quand tu deviens avocat, c'est jamais par hasard. Et que donc tu as des valeurs profondes qui t'habitent. Et surtout, selon l'histoire qu'on a chacun, si on incarne d'être avocat, on n'incarne pas d'être juge. Le distinguo n'est pas neutre. Défendre, ça dit bien quelque chose. C'est très différent que de juger. Et il est vrai que justement, pour moi, c'est un métier absolument formidable que de prendre la défense de quelqu'un. Et ça fait partie de mes valeurs profondes, de m'en remettre à quelqu'un d'autre qui arbitrera. Parfois, ça sera un arbitrage qui sera un peu entre les deux. Parfois, ça sera un arbitrage qui sera plus au profit d'une personne. Parfois, ça sera d'ailleurs cet arbitrage au profit d'une personne aidera celui qui a été le plus malmené à comprendre quelque chose. Là où, effectivement, ma situation est différente, c'est que même dans mon jugement, il est écrit que je suis une bonne avocate. Il est écrit que quand même, je manque quand même un peu de lucidité, hein, parce que je me suis un petit peu fait avoir par cette dame. Mais que justement, comme je représente l'institution judiciaire des avocats, malgré le nombre d'années, malgré le fait que pendant tout le temps de cette instruction qui a duré des années, à aucun moment, et même l'ordre des avocats, n'a décidé de m'interdire d'exercer, eh bien, on va décider là, des années plus tard, de m'empêcher de travailler, de me couper tout moyen de revenus, de m'empêcher de continuer à assister des personnes qui sont elles-mêmes en procédure et qui vont se retrouver laissées dans une situation de grande difficulté. Dès lors, je crois que le choc, c'est de voir aussi que tout peut basculer en un quart de seconde. Et que, effectivement, il faut se réparer, il faut reprendre force. Ça c'est des phrases jolies à dire comme ça sur le papier. Je suis à presque 6 mois plus tard, mais quand tu es dans le vif du sujet, chaque jour est une épreuve. Et je crois que la phrase que je hais le plus, encore aujourd'hui, c'est quand les gens bien pensants qui cherchent pas trop à comprendre te disent mais tu sais, tu vas comprendre, c'est un cadeau de la vie, ça. Et je crois que plein de personnes qui nous écoutent aujourd'hui auront du mal à dire mais ça a été un cadeau de la vie de perdre X personnes, ou ça a été un cadeau de la vie de vivre telle grave maladie, ou ça a été un cadeau de la vie de vivre tel événement qui a bouleversé totalement ma vie. À titre d'exemple, ça fait 6 mois que je n'ai pas 1 centime d'euro, sauf à vivre d'eau fraîche et d'amour. Comment on peut vivre sans 1 euro? Mais cela, l'institution s'en contrefiche. Il y a une deuxième chose qui là, tu parlais de colère, autant jusqu'alors, je l'ai pas convoquée, autant là, elle est réelle. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours appris, quand j'ai passé le concours d'avocat, qu'il y a une notion qui s'appelle la personnalisation de la peine. Ça veut dire qu'en clair, tu vas mettre une peine à quelqu'un, si tu considères qu'il est coupable, ce qui est déjà insoutenable, en tenant compte de qui il est, en tenant compte de son histoire, en tenant compte de sa réinsertion, en tenant compte du travail qu'il fait. Et ce que je trouve absolument incroyable, d'où ma colère, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, ni l'ordre des avocats, ni l'institution dans les mains de la juge d'instruction n'ont décidé que j'arrête de travailler. Donc 8 ans plus tard, un juge décide, lui, que pendant 6 mois, je suis sur pause. Pourquoi ? Il n'y a aucune cohérence. Les faits datent d'il y a des années. À la limite, tu sanctionnes quelqu'un parce que toi, tu considères que, dont acte, c'est ta décision.
Et puis il y a une autre chose dont on a beaucoup entendu parler dans les journaux, c'est que peut-être certains auditeurs sont en train de se dire mais pourquoi elle n'a pas fait appel, elle est bien la première placée de savoir qu'on peut avoir un recours en France. Le tribunal a décidé de prononcer à mon encontre une exécution provisoire. C'est-à-dire que même si je décidais de faire appel, ça aussi c'est ma deuxième colère. De toutes les façons, je n'avais plus le droit de travailler pendant 6 mois. Oui, dans tous les cas, tu étais obligée de passer par cette étape-là, quelle qu'elle soit. Enfin, même si tu étais... Ouais. Et ça me met en colère parce que ça veut dire que les principes légaux que moi j'ai appris à la faculté de droit, que j'ai appris dans la vraie vie, que j'ai appris à l'école d'avocat, que j'ai appris dans mon activité d'avocat, que j'ai appris en tant que collaboratrice dans des cabinets d'avocats, tout ça s'écroule. C'est-à-dire que le principe numéro 1 qui est que le doute profite à la personne mise en cause, ça n'existe pas. Que l'élément intentionnel doit être un élément qui doit être absolument prouvé, on n'en tient pas compte. Que la personne doit prouver le préjudice, la victime, la partie civile doit prouver son préjudice, il n'y en a pas, on n'en tient pas compte. Que cette histoire date d'il y a des années, pour être tout à fait clair avec vous tous, date d'il y a 10 ans, et que donc on va pas arrêter quelqu'un qui est inséré, qui travaille, qui en plus verse un salaire à quelqu'un d'autre, qui a des locaux, dans les locaux qui sont partagés avec d'autres personnes, et que donc si je m'arrête de travailler, je n'ai plus de revenus et je ne peux plus continuer à payer le loyer, et donc je suis obligée de donner mon congé, ce que j'ai dû faire. Et bien donc, on ne tient pas compte de cela également. Et on prend une sanction. Et dans le jugement, il est très clairement écrit que c'est une sanction pas contre moi, Madame X, mais contre ce que je représente, les avocats. Et du coup, les auxiliaires de justice. Il y a une question qui est double qui me vient parce qu'il y a plein de choses dans ton témoignage et je doute pas, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a plein de choses qui sont manquantes aussi et ce partage, ce qui doit être partagé au moment où on fait cette interview et au moment où on fait cet enregistrement. Mais dans la manière dont je le perçois, t'as un peu la double casquette. T'as la casquette de celle qui va représenter, justement, tu disais, le monde des avocats et donc cet aspect que dans notre esprit de citoyen-citoyenne, on associe à la justice. Et t'es aussi cette citoyenne qui, même si elle a cette casquette-là, elle a été victime d'une erreur judiciaire. Et je me dis si, voilà, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, si peut-être il y a des personnes qui vivent comme toi une erreur judiciaire, quelle qu'elle soit, j'ai envie de dire. Quel est peut-être le message que tu as envie de leur apporter là en tant que citoyenne? Et à travers tout ce que tu as dit, on peut découler plein de messages et de généralités, mais j'ai envie de dire si peut-être dans ce monde judiciaire par rapport à ce que toi t'as vécu, t'avais envie de porter un ou plusieurs messages, ce serait lequel? Finalement, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de cette interview, de ton histoire, de ton témoignage et de ton partage aujourd'hui? Il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si je répondrai à tout et n'hésite pas à me ressolliciter parce qu'il y a beaucoup de points importants. Et c'est marrant parce que tu vois, par exemple, quand évidemment, ça n'a aucun cas une attaque, hein, mais quand j'ai des questions comme ça qui sont par strates, ça retentit pour moi. Alors qu'on est maintenant à quelques années de la fin de l'instruction, puisque ce jugement est intervenu il y a quelques mois, et je sens ma désorganisation mentale. J'essaye de retenir. Alors Charlène me parle de ça, puis elle me parle de ci, puis elle me parle de ça. Et à la fin, je sens combien je suis presque un peu paumée. Donc c'est aussi un des impacts dans lesquels l'institution m'a mis. Merci de le partager en écho à ma question, tu vois, justement. Alors que quand j'étais enfant, j'étais diagnostiquée HPI, donc normalement, je suis censée un tout petit peu mouliner normalement. Ça me rend complètement teubée parce que c'est tellement un effet cascade que tu es comme écrabouillé, non pas par toi, tes questions, hein, mais par quelle bouche prend le truc, mais en fait, qu'est-ce qui est la question la plus importante? Mais alors, voilà. En tout cas, ce que j'entends, c'est quel est le message? Le message,
D'abord, c'est de garder sa conviction. Si on est innocent, de garder sa conviction. De s'entourer de gens qui partagent cette conviction. S'il y a des gens qui peuvent être des avocats, s'il y a des gens qui peuvent être votre entourage, qui sont vos amis, vos proches, votre famille, qui manifestent des doutes, il n'y a rien de plus horrible et terrible. Et donc, pour tenir bon, il faut garder sa conviction jusqu'au bout. Bien sûr que je me comparerai pas à Dreyfus, mais ça a fait partie pour moi de gens qui m'ont aidé à tenir, de me dire, cet homme-là, il a vécu Cayenne, il a vécu des choses absolument horribles, il a été accusé à tort, il a tenu bon. Alors certes, il avait les moyens financiers très importants qui lui ont permis aussi, à lui et à sa famille, de tout mettre en œuvre pour la réhabilitation. Mais si on ne revient qu'à l'individu qui a toujours crié son innocence, et malgré tout, on se rappelle qu'il n'a pas été reconnu innocent, la justice n'est pas revenue et n'a pas considéré qu'elle avait fait une erreur, puisqu'on peut faire une demande en révision. Pour l'information, il y en a 3000 qui sont demandées par an, il n'y en a que 12 qui sont acceptées. Et je dis cela parce que bien sûr, j'ai regardé les conditions de révision, parce que je vis avec cette accusation, je vis avec un casier judiciaire, je vis avec le fait de avoir été condamnée d'avoir fait quelque chose que je n'ai pas fait. Je vais te dire, Charlène, j'aurais été condamnée parce que j'ai empêché quelqu'un de tuer une baleine, je t'aurais même pas contacté, j'aurais été méga fière. Là, je suis condamnée pour un truc que je n'ai pas fait, qui en plus c'est d'une nullité inouïe. Donc c'est d'autant plus désastreux. Tu vois, elle est là, ta Dès lors, quand je citais tout à l'heure le mot force, elle est là quand tu dis garder cette conviction. Pour moi, elle est là, cette force. Et j'arrivais pas tout à l'heure à peut-être la verbaliser, mais en tout cas, là, tu me l'as montré. Donc, merci de rappeler ça. Et pas à moi, hein, mais aux auditeurs et auditrices, en fait. Et c'est pas sur ça que je voulais t'amener spécifiquement. Je voulais le message qui était le tien. Mais j'ai beaucoup de joie et de gratitude que tu mentionnes ça. Parce que, en fait, c'est se faire confiance, c'est aussi, c'est croire en soi, c'est se prioriser. Enfin, il y a plein de points qui peuvent découler, en fait, de ce que tu as dit pour moi. Et je trouvais ce message très fort. Donc, merci beaucoup de l'avoir partagé. Merci à toi, merci de ta confiance. Et puis, on pourrait peut-être se demander pourquoi j'ai pensé que j'avais ma place dans ce podcast, parce que quel serait le rapport entre un deuil et une erreur judiciaire et toutes ses conséquences. Parce que au fur et à mesure de ces années, un deuil peut durer une vie, un deuil peut durer des mois, un deuil peut durer des ans, tout dépend de chacun. J'ai dû faire en effet le deuil, comme je vous le disais, de mes valeurs, de mes croyances, de ce qu'on m'a toujours appris. Moi, je viens de la maltraitance et je sais que la maltraitance familiale, et je sais que pour moi, être avocat, c'était très important aussi parce que c'était un cadre protecteur. Et donc, c'est un des frontispicios qui s'est écroulé. La justice n'est pas nécessairement, en tout cas pas toujours, un cadre protecteur. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en capacité d'être là, de parler. L'émotion est pas loin, la colère peut revenir, la peine, il y a une énorme peine, un sentiment immense d'injustice, mais il y a une certitude, en effet, c'est que je sais ce que j'ai fait et je sais ce que je n'ai pas fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. Car à un moment donné, voyant que tous les concernés de l'histoire reconnaissaient leurs responsabilités, et donc des sanctions étaient proposées moindres que la mienne, j'ai même eu un élan de m'interroger, de me dire peut-être qu'il faut que je reconnaisse un truc que j'ai pas fait, peut-être comme ça je me ferais, on va dire, les choses tout à fait crûment moins cartonnées. Et le fait même d'avoir eu cet élan, je me suis dit mais c'est de la folie, quoi. C'est dire combien il y a un truc qui fonctionne pas. Ouais. Et aussi vite j'ai eu cet élan que je l'ai bien sûr ravalé et que je suis allée à ce tribunal, la tête haute, calmement, droit dans les yeux,
Là aussi, il a fallu se préparer comme un sportif, en faisant de l'hypnose, en faisant évidemment en ayant un accompagnement psy, en utilisant 1001 outils qui sont d'ailleurs pas des outils qui sont du monde juridique, mais même en sollicitant des alliés chamaniques. Voilà, j'ai fait appel à toutes ces strates-ci pour être totalement en capacité de pouvoir avoir un regard droit, une posture ancrée et continuer à affirmer ce qu'il y avait lieu à affirmer. Donc tenez bon. Merci beaucoup d'avoir déposé avec moi ce dysfonctionnement. Je reprends ce terme que tu as dit et oui, je te confirme, tu as ta place. Et si vous m'écoutez, là, vous nous écoutez, vous vous questionnez là-dessus, mais contactez-moi en fait. Vous avez votre place, c'est un espace de parole, c'est un espace pour se déposer, c'est un espace pour partager, c'est un espace pour témoigner. Et pour moi, cette notion de deuil, elle est tellement quotidienne que d'une manière ou d'une autre, tu l'as évoqué, mais en fait, il y a plein de choses que tu as perdues, il y a plein de choses qui ont changé et il y a plein de choses qu'on perd tout le temps et il y a plein de choses qui changent tout le temps pour chacun et chacune d'entre nous. Donc merci de me donner l'opportunité de pouvoir le rappeler. Hélène, un immense merci pour ton authenticité, pour avoir partagé sous couvert d'anonymat ce témoignage. J'ai envie de t'envoyer beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de force pour justement pour cet après. Parce que certes, il y a le pendant, mais l'après est tout aussi important et challengeant. Donc, je t'envoie beaucoup de douceur et d'énergie pour cet après. Un énorme merci pour ton témoignage. Merci Charlène, merci à vous tous. Et oui, là, je vais réinventer ma vie. Je vais aussi me nourrir de cette expérience, comme nombre d'entre nous et d'entre vous qui m'écoutez, on a tous vécu des deuils et donc pour moi c'est aussi un deuil. Je sais qu'on s'en relève et donc je me remets tout doucement, parfois un peu debout, parfois je mets un pied au sol et parfois je petits moments de rechute ou des moments de doute. Mais en tout cas, je sais que je ne suis plus la Hélène d'il y a quelques années et en même temps, je sais que je vais réinventer. Alors, je te souhaite une belle réinvention. Merci. Merci à toi, merci à tous. Merci. Merci. Et tenez bon. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés. Et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?